Revenons à la définition du martinisme selon la déclaration de principe du martinisme sous la filiation des Pays-Bas et prenons le temps un peu de l'expliquer davantage avec une vision martiniste. On a dit que l'ordre martiniste est une chaîne d'hommes et de femmes dont on se rend compte dès le départ que c'est un groupe mixte qui a toujours été mixte dès Louis-Claude de Saint-Martin qui initiait autant les hommes que les femmes. Donc d'hommes et de femmes de désir. Le mot désir ici n'est pas pris au sens bouddhique qu'il faut détruire le désir, mais au sens de la flamme intérieure qui va permettre de s'éveiller à la spiritualité, de vouloir quelque chose de plus grand. Donc sans distinction de race, de sexe, de nationalité, foi religieuse, conviction politique, classe au niveau social, qui va tout simplement se réunir dans le but de perfectionner l'élévation spirituelle de l'humanité au départ. Non pas de la personne au départ, mais de l'humanité dont on voit tout le travail du serviteur inconnu. Évidemment, la personne va en retirer aussi quelque chose, mais le travail premier est pour l'humanité, avec toute cette idée de travailler dans la connaissance et la pratique de la tradition initiatique. Bien sûr que non, du moins pas dans la forme actuelle. Pendant près de 100 ans, après la mort de Saint-Martin, il y avait ce qu'on appelait des initiateurs libres, donc des disciples qui recevaient de façon personnelle une transmission de maître à élève et qui étudiaient tout simplement la théosophie de Saint-Martin. Il y a quand même des indices qui démontrent que Saint-Martin réunissait les gens pour parler et présenter ses idées. Il y a évidemment tous les salons de thé qui étaient à la mode et qu'on sait que Saint-Martin a participé amplement. Il y a aussi quelques indices qu'il y avait des rencontres et des initiations plus formelles. Je pense personnellement, peut-être à l'encontre de plusieurs historiens, qui avaient déjà de son vivant formé une petite société initiatique. Bien que les lettres de Kirchberger, on y trouve clairement dit, la seule initiation qu'il prêchait était celle par laquelle nous pouvons entrer dans le cœur de Dieu. Nous pouvons aussi retrouver des traces de rencontres que Saint-Martin faisait avec des groupes, avec des gens qu'il appelait sa société et qui l'entouraient dans ses dernières années. Dans son encyclopédie de 1828, donc seulement 25 ans après sa mort, après la mort de Saint-Martin, Grégoire fait déjà mention du système initiatique de Saint-Martin avec 3 degrés. De même, il ajoute une précision sur le côté secret des rassemblements. Il va écrire « Le petit nombre de ceux qui sont dépositaires des vérités que j'annonce est voué à la prudence et à la discrétion par les engagements les plus formels. » Donc, il parle déjà du côté formel et du secret de l'engagement. C'était bien avant la structure de l'ordre en 1891. Donc, toutefois, pour bien comprendre, il faudrait prendre le temps d'étudier les 3 étapes historiques de Saint-Martin jusqu'à aujourd'hui. La première étape est celle de la période de Saint-Martin lui-même, de ses maîtres et des années qui ont suivi jusqu'à l'apparition de l'ordre martiniste. La seconde étape est celle de la fondation de l'ordre martiniste jusqu'à la création de l'ordre martiniste des Pays-Bas. Et la troisième, la dernière étape, est celle du martinisme des Pays-Bas jusqu'à aujourd'hui. Commençons par parler de Saint-Martin lui-même. Il existe déjà suffisamment de documentation, donc je ferai qu'un très court survol historique de sa vie. Mais il est très intéressant de noter dès le départ que la vie de Saint-Martin n'est pas entourée de mythes, comme on retrouve souvent chez les fondateurs de sociétés secrètes. Saint-Martin est tout simplement né en France le 18 janvier 1743 à Amboise. Il vient d'une famille noble dont son père était le maire de la petite ville et d'une famille catholique. Malheureusement, sa mère meurt dès son jeune âge et son père se remarie. On entend souvent les histoires de la méchante belle-mère qui arrive. Dans le cas de Saint-Martin, c'est tout le contraire. En fait, sa belle-mère est une femme très aimante, dont Saint-Martin va dire que c'est justement elle qui lui a fait aimer Dieu et les hommes au départ. Donc, on voit déjà que c'est sa mère, sa belle-mère, qui l'a amené dans le côté spirituel. Il commence ses études chez les bénédictins, mais son père le dirige pour devenir magistrat.
dont il va faire le droit entre 1759 et 1762. Son père va le faire recevoir comme avocat à ce moment-là. Malheureusement, Saint-Martin s'intéresse ou s'attache beaucoup moins aux règles de droit qu'aux bases des lois naturelles. Donc, après un bout de temps, il quitte le droit pour rentrer dans une carrière militaire. Ça peut être un peu surprenant comme idée de rentrer dans une carrière militaire, mais en fait, puisqu'il est de famille noble, il va être reçu comme officier, ce qui lui permet à ce moment-là de donner ses ordres en début de journée et ensuite de se retirer dans son bureau et de travailler pour la spiritualité, pour lui-même. Donc, il va faire cette carrière militaire pendant 6 ans, où il va résigner en 1771 pour se livrer uniquement à ses études en spiritualité. On dit de lui qu'il a voyagé beaucoup, qu'il a été en Italie, à Strasbourg, en Angleterre, en Russie, qui allait de salon de thé en salon de thé où il dispensait tout simplement ses enseignements. À Paris, il va être arrêté en 1789 pendant la Révolution, simplement parce qu'il est de filiation noble. Heureusement, justement, ses affiliations francs-maçons vont l'aider à s'en sortir. Saint-Martin va passer ses dernières années à répandre sa doctrine et ses écrits par différentes correspondances et surtout à faire des actes de charité pour aider les gens. Saint-Martin, comme je le disais, initie autant les hommes que les femmes et va mourir subitement, assez jeune, à 60 ans, le 13 octobre 1803, d'une crise d'apoplexie pendant tout simplement qu'il était en prière. Ces derniers mots furent « Je sens que je m'en vais. La Providence peut m'appeler. Je suis prêt. Les germes que j'ai tâché de semer fructifieront. » Il fut enterré à Châtenay, en France. Saint-Martin vivait presque isolé pour se concentrer sur ses théories mystiques et aussi la traduction des livres de Jacob Boehme. On dit de lui qu'il ne faisait pas de bruit, il préférait faire le bien, silencieusement et dans l'ombre. On voit ici toute cette idée de serviteur inconnu qui commence à s'implanter. D'ailleurs, il y a une anecdote envers Saint-Martin, c'est que plusieurs fois, il est parti pour aller au théâtre dont il aimait, et à chaque fois qu'il était sur le chemin, il rencontrait des mendiants et regardait l'argent de son entrée au théâtre, et finalement, il la donnait aux mendiants en se disant « Pourquoi aller voir jouer la vertu quand on peut la faire immédiatement? » Donc, il donnait son argent et retournait tout simplement à la maison. On dit de lui qu'il était un penseur original, un homme gai de bonne compagnie, un caractère doux et qui avait énormément de connaissances sur différents champs, donc très variés. Il aimait aussi les arts et la musique. Saint-Martin est un grand écrivain. Par contre, il n'a jamais vraiment écrit ses livres pour être publiés ou avoir du succès. Il a écrit une trentaine de livres adressés théoriquement qu'à des personnes que lui-même choisissait. Bon, avec le temps, tous ces livres ont évidemment été publiés. Mais il était conscient que les gens qui lisaient ces livres ne comprendraient en grande majorité pas. Donc, il disait tout simplement, « J'ai senti souvent, en écrivant, que je faisais là comme si j'allais jouer sur mon violon des valses et des contredanses dans le cimetière de Montmartre, où j'aurais beau faire aller mon archet, les cadavres qui sont là n'entendraient aucun de mes sons et ne danseraient point. » On ne peut parler de l'histoire de Saint-Martin sans parler de ses deux grands maîtres. Le premier était Martinès de Pasqually, qui était un homme mystérieux dont en fait on connaît très peu de choses sur sa vie privée. Il se faisait même parfois appeler Jacques de Livron, Lioron, ou Joachim de la Tour, ou encore la Tour de la Case de Las Casas ou Las Casas, donc il changeait même parfois de nom. On dit de lui qu'on savait lorsqu'il arrivait, mais on savait jamais d'où il venait ou il partait par la suite. On sait par contre qu'il est né en 1710 à Grenoble et qu'en 1737, il a débuté une carrière militaire à Édimbourg. C'est en 1754 que les premières traces de sa propagande vont apparaître en France, à Marseille, Avignon, Narbonne, Foix, Toulouse, Lyon et Paris. Il fréquente des loges maçonniques et il va recruter des gens pour son ordre des écoles. On sait aussi que c'est en 1763 qu'il va présenter à la Grande Loge de France une patente maçonnique délivrée à son père par la Grande Loge de Stuart en 1738 et signée de la main même de Charles Stuart, qui était roi d'Écosse, d'Irlande et d'Angleterre.
et ensuite transmise à Pasquale. À partir de ce moment, une dizaine de temples des Lycoènes va s'implanter un peu partout en France. C'est en 1768 que Pasquali et Saint-Martin se rencontrent. Comme nous avons déjà dit, en 1771, Saint-Martin va quitter sa carrière militaire pour devenir le secrétaire particulier de Pasquali et en 1762, avec son aide, avoir les premières passes. La doctrine de Pasquali se trouve principalement dans deux types de documents. Le premier dans son livre, La réintégration des êtres, et dans le deuxième, dans les rituels de l'ordre des chevaliers lycoènes de l'univers. Dans son livre, il va y avoir toute l'explication, toute une cosmogonie des deux chutes de l'humain et par le rituel, le chemin du retour vers cette réintégration. Lorsque le mineur aura vaincu les puissances matérielles, il va pouvoir de nouveau entrer en contact direct avec l'esprit majeur et son ange initiateur. Il va pouvoir communiquer avec lui sous forme de signes, de symboles, qui va le conduire à la réintégration. Pour Pasquali, l'ordre des chevaliers maçons et lycoènes de l'univers est une véritable prêtrise, dont le mot Cohen lui-même veut dire prêtre, dont les premiers degrés, les degrés de base, vont être davantage maçonniques, mais les degrés supérieurs ne le sont plus à proprement dit, puisqu'ils vont vraiment mettre en jeu un rituel et surtout une pratique concrète théurgique. Donc, la personne va savoir si est sur le bon chemin par la communication symbolique qu'il va entretenir avec les anges, ce langage qui est appelé les passes par les Lycoènes, dont la signature des anges par des glyphes lumineux et visibles ou encore des sons vont apparaître. Le secret des opérations théurgiques de Pasquali est donc d'arriver à s'approcher de la réintégration avec l'aide et la guidance des anges, dont l'apparition de leur signature signifie leur coopération que la personne est sur la bonne voie. Pasquali fut considéré le plus grand initié rencontré par Saint-Martin, qui ne renia jamais son maître et son enseignement. Malheureusement, en 1772, Pasquali part pour Saint-Domingue dans le but de recueillir un héritage où il va mourir. Saint-Martin perd donc son premier maître. Je reviendrai plus tard sur les influences particulières de la maçonnerie sur le martinisme. Allons plutôt voir le second maître de Saint-Martin. En fait, il n'a jamais rencontré son second maître puisqu'il a vécu dans les années 1500, donc bien avant Saint-Martin. Mais il va être mis en contact à ses écritures par Madame de Vauquelin et Rodolphe Sassmann. Ils vont enfin y trouver un mystique comme lui et comprendre toute la profondeur de ses écrits. D'ailleurs, il va apprendre l'allemand pour pouvoir traduire la majorité des écrits en français, traductions qui sont encore considérées aujourd'hui comme les meilleures. On parle évidemment ici de Jacob Böhm. Jacob Böhm est né en 1575. C'était un simple cordonnier et un commerçant chrétien, fidèle lecteur de la Bible. D'ailleurs, son œuvre est remplie de citations bibliques. Par contre, les luttes et multiples disputes théologiques de sa période le poussent à s'éloigner des querelles pour simplement chercher la vérité par la prière. Si on laisse de côté sa première vision préparatoire dite de la montagne creuse, c'est en 1600 que Böhm reçoit vraiment sa première grande vision et illumination, en regardant le reflet d'un rayon de soleil sur un pot d'étain. Et on voit déjà la profondeur de sa mystique lorsqu'il va dire « En un instant, j'ai vu le commencement et la fin de chaque chose, et l'engendrement de la Trinité. » Il dit aussi avoir vu la naissance de la vie au milieu des morts et à la résurrection. Et dans cette lumière, mon esprit a tout de suite vu à travers toutes choses, et dans toutes les créatures, et aussi bien l'herbe et dans tout ce qui pousse, à reconnaître Dieu, ce qu'il est, comment il est, et quelle est sa volonté. Mais pour éviter des problèmes, il va quand même se retirer, se taire, pour ne pas être traité d'hérétique, et va garder le silence pendant plusieurs années. En 1610, une autre révélation va lui venir, elle bouleverse tellement qu'il va se remettre à écrire à ce moment-là. Et ce qui est particulier et particulièrement intéressant dans ses écrits, c'est qu'il ne donne pas seulement des enseignements littéraires, mais il va donner vraiment des outils opératifs pour que les gens puissent vivre sa propre révélation que lui-même a vécue. En janvier 1619, il y a une autre illumination, il va en avoir quelques-unes, dont celle de 1623 où il va écrire le Mysterium Magnum, qui est son œuvre principale. Pour plusieurs, si Plotin est le père de la pensée ésotérique,
Böhm va avoir créé un courant théosophique qui va nourrir tout l'ésotérisme chrétien. Il serait donc le père de l'ésotérisme moderne. Toute la théosophie de Jacob Böhm s'articule autour d'un thème de la mystique chrétienne qui est la naissance de Dieu dans l'âme humaine. Et va toucher aussi tous les problèmes du mal et les rapports entre Dieu et le monde, avec l'idée que l'esprit domine la nature qu'il enfante et la vie domine la matière qu'elle vérifie. En ce sens, l'humain devient de plus en plus la clé du monde. Pour Böhm, Dieu possède une âme et un corps, qu'il va appeler tout simplement la nature, dont l'humain est une créature éternelle, il est le microcosme, et va être le reflet et la représentation de Dieu. Böhm décrit, ce qui n'était pas aisé dans son temps, tout l'aspect féminin de Dieu, la substance fondatrice de toute l'histoire et de la génération et du Verbe et de Dieu lui-même. L'originalité de cette philosophie, c'est qu'elle se contente pas simplement de définir la Trinité, mais elle va décrire tout l'abîme duquel la Trinité va naître. Toute cette divine Sophia, qui est le manteau dans lequel l'Éternel s'est enveloppé pour se manifester. Pour se voir lui-même, Dieu va créer deux grands principes de toute chose, soit les ténèbres et la lumière, dont va naître la volonté qui va se révéler en s'extériorisant dans sa création. En résumé, la structure ternaire et septénaire est la base de la théorie de Jacob Böhm. Car après la Trinité, c'est la loi septénaire qui va engendrer les mondes par ses sept qualités. Toute sa cosmogonie ne vient pas seulement de d'autres théories, mais vraiment de sa propre expérience mystique. Tout ceci nous amène à la mystique et à la théosophie de Saint-Martin. Saint-Martin comme point d'union entre Böhm et Pasquali, entre l'utilité du rituel et de la mystique. Toute l'approche théurgique n'est pas laissée de côté dans la pratique de Saint-Martin, puisqu'il ne renia jamais ce qu'il avait appris avec Pasquali, et ce, même après sa découverte à partir de 1788 de Jacob Böhm, qui lui a tant appris sur la Sophia, sur la sagesse. Son travail fut alors de marier, comme il le disait, ces deux maîtres. Selon Saint-Martin, les méthodes théurgiques de Pasquali pour atteindre la réintégration sont tout à fait valables, mais que pour simplement une certaine partie de personnes qui sont ceux qui ont des pouvoirs réels et particuliers, puisque c'est une méthode vraiment très complexe. Il croit que pour la majorité des humains, le passage se fait plutôt par l'ouverture du cœur. À la mort de Pasquali, Saint-Martin va s'orienter plutôt vers une haute mystique, c'est la voie cardiaque, sans toutefois renier l'utilité des rituels. La seule démarche possible pour Saint-Martin est celle de rechercher la réalité en toutes les sphères possibles, c'est un théosophe. Donc, en l'humain va reposer les qualités hautement spirituelles, laquelle il n'est pas toujours conscient, et qui va développer, qui doit développer, ou plutôt se libérer, en se libérant lui-même de l'illusion du matérialisme. Tous les efforts de l'humain doivent tendre à se relever de sa chute, cependant dans le silence et le secret de l'être le plus profond. Il va donc développer 4 étapes d'évolution, dont la première, qui va appeler l'homme de Torah, qui décrit avec son livre Ecce Homo, l'homme de désir, par le livre du même nom, le nouvel homme, encore par le livre du même nom, et l'homme-esprit, avec son livre Le ministère de l'homme-esprit. Prenons un moment pour décrire les 4 étapes d'évolution selon Saint-Martin, qui sont d'ailleurs décrites dans 4 de ses livres. Dans son livre Ecce Homo, on parle de l'homme de Torah, qui est une mise en garde contre la soumission par tradition aux faux prophètes qui font miroiter un avancement spirituel facile. D'ailleurs, Saint-Martin va dire que la spiritualité n'est pas pour les paresseux. Et selon lui, un faux prophète va tenter d'acquérir, non pas par la vertu, mais par les moyens détournés. Saint-Martin va dire, le mauvais séduit et enchante, le bon laisse le temps de réflexion. Donc, Saint-Martin constate qu'avancer en spiritualité n'est pas quelque chose de facile et de sortir de cette masse est aussi quelque chose de difficile. Il va le décrire avec cette image du torrent, donc d'une goutte d'eau qui se fait brasser, qui se fait tirer vers le fond, qui se cogne sur les rochers et qui va avancer avec une façon dans la souffrance qui n'est pas une façon simple. La personne va se retrouver dans le métro, boulot, dodo de la vie quotidienne
et va rester désorganisé autant en surface qu'en profondeur et qui va avancer avec un mouvement inconscient et souvent tiré vers les fonds obscurs. Donc Saint-Martin va dire, l'homme se laisse entraîner tous les jours, se terminant par des chutes et par des déceptions continuelles. Nous agissons souvent sans nous poser de questions ou par des actes prédéterminés par notre société. Ce que nous trouvons beau, en fait, est dicté simplement parce que la société nous a montré à reconnaître des choses comme étant belles ou non, puisque lorsqu'on change de culture, les critères ne sont pas nécessairement les mêmes. Il y en est de même pour le savoir, qui est simplement ce que la société a permis de transmettre, ou encore l'histoire qui est clairement écrite par les vainqueurs et toujours à leur avantage. Donc, cependant, toutes ces choses sont vraies et indiscutables pour l'homme de Torah. Donc, comme le dit Saint Martin, les régions extérieures nous retiennent par les charmes et les joies que nous commençons d'abord à goûter et qui nous font bientôt oublier ceux de l'intérieur. La seconde étape est l'homme de désir. C'est la naissance, non pas une naissance historique, mais la naissance spirituelle. Le désir de vouloir répondre à une question, pourquoi? C'est une flamme qui s'allume et qui pousse l'homme de Torah à en avoir tout simplement assez de se faire dire quoi faire ou quoi être. Ceci le pousse à se poser la question, pourquoi la vie? Pourquoi l'humain? Pourquoi j'existe? Ou plutôt à l'inverse, pourquoi j'existe? Pourquoi l'humain? Et pourquoi la vie? Donc l'homme de désir est celui qui veut sortir du fléau de la masse pour suivre son propre chemin. Saint Martin va dire, lorsque les pourquoi commenceront à être compris, il se mettra à chercher le comment afin de devenir un participant actif de son avancement. C'est comme en fait le jeune enfant qui a le désir de se tenir debout, qui doit y mettre les efforts, car il sait qu'il va être en mesure de voir plus loin et marcher plus vite par la suite. Donc, l'homme doit allumer ce soleil intérieur du désir, de la réintégration, et le faire briller au-delà des épreuves de la vie pour atteindre l'étape prochaine qui est le nouvel homme. La troisième étape est celle du nouvel homme. Il faut savoir que parler du nouvel homme, c'est de parler de quelque chose qui est encore dans un futur non accompli. Nous devons en parler avec humilité. Donc, le nouvel homme est celui qui touche à l'illumination. Son corps et sa personnalité deviennent donc un outil sans entrave pour l'expression de sa parcelle divine. Il peut être riche ou pauvre, avoir un poste de pouvoir ou non, ça n'a plus aucune importance, parce que de toute façon, il en est plus soumis. Saint Martin va dire, il apprend à devenir un point de lumière et un guide. Il devient la connaissance et la sagesse de son âme, car il ne fait plus qu'un avec elle. Ou il va dire aussi, maintenant, ce sera ta forme qui te préservera, au lieu qu'autrefois tu aurais dû préserver ta forme. La quatrième étape est celle de l'homme-esprit, de l'homme qui devient vraiment la présence de son temple, qu'il existait avant la construction du temple et il existe encore une fois que son temple sera détruit. Dans le nouvel homme, l'âme s'exprime par sa personnalité dans un homme-esprit. C'est l'esprit de Dieu, de l'unité de toute chose qui s'exprime par l'âme dans la personnalité. On pourrait dire que c'est lorsque le microcosme devient l'image parfaite du macrocosme. Saint Martin va dire, « Homme-esprit, tu es la terre de Dieu, tu es un fonctionnaire divin dans l'univers. » Tout ceci fait partie de la première période. En résumé, la voix du cœur de Saint Martin est l'union d'une rituelle accessible et d'une mystique ouverte sur la sagesse divine. Jusqu'à la fin du 19e siècle, ses disciples étudiaient la théosophie et étaient des initiateurs libres de partager. Mais tout ça va changer avec la création de l'ordre martiniste. Donc, nous arrivons présentement à la seconde période, qui est celle de la fondation de l'ordre martiniste jusqu'à la création de l'ordre martiniste des Pays-Bas. C'est en 1888 que deux grands personnages se rencontrent, Gérard Encausse d'Hippapus et Augustin Chabouzot. Jusqu'à ce moment, il n'y avait pas vraiment de regroupement formel de martinistes, simplement des initiateurs libres. Donc, se reconnaissant martinistes, ils se disent que peut-être il y a d'autres martinistes et que ça serait une bonne idée de structurer un ordre pour que tous ces martinistes puissent se rejoindre ensemble. Donc, avant de parler du martinisme proprement dit, de l'ordre martiniste, je pense que c'est important de parler de ces deux, au moins de lui présenter ces deux grands personnages.
Donc, on a d'un côté Gérard Encausse, né en Espagne en 1865, qui aurait été initié par Delage en 1882 et en 1888 par Chaboseau lui-même. Donc, cette simple deuxième initiation permet de clore le sujet sur les discussions de la validité de sa filiation au martinisme. C'est un auteur très prolifique qui va écrire autant dans les sciences occultes, sur le tarot, la cabale, la magie, la réincarnation, les nombres. Il va écrire sur Martinez de Pasquali, sur Saint-Martin, sur l'hypnose, mais parfois aussi tout simplement dans des almanachs ou des revues. Son approche est clairement plus celle de l'occultisme chrétien que de la mystique. Par contre, c'est un excellent organisateur. De l'autre côté, on a Augustin Chaboseau, né à Versailles en 1868. C'est un homme qui a des qualités intellectuelles absolument exceptionnelles, qui a été initié en 1886 par sa tante, la marquise Amélie de Boisse-Monmouth. C'est lors de ses études en médecine qu'il va rencontrer Gérard Encausse. Ses œuvres littéraires sont aussi de tout horizon, vers la poésie, vers la science et beaucoup vers l'histoire. Mais c'est son altruisme et son côté d'homme de terrain qu'on va reconnaître et qu'on va mettre beaucoup de l'avant. Ses engagements sociaux sont multiples. On va le retrouver en politique, en justice, en environnement, mais aussi comme un fervent militant des droits des femmes, de la Ligue des droits de l'homme et de son implication pour les constitutions des universités populaires. Il va mourir en janvier 1946. Donc, on pourrait dire que si Papus a été vraiment l'organisateur du martinisme moderne, Chaboseau, de son côté, représente ses racines philosophiques et le bon serviteur de l'humanité. À la différence de la maçonnerie ou des Rose-Croix, le martinisme a une origine concrète et non mythique. C'est en 1891 que Papus et Chaboseau vont rassembler des amis pour fonder le premier conseil, le premier suprême conseil de l'ordre martiniste. Donc, suite à une élection, Encausse, Papus, va devenir le président. Mais on va aussi retrouver Chaboseau, Stanislas de Vriata, Lucien Chanuel, François-Charles Barlet, Maurice Barrès, Joséphin Péladan, Victor-Émile Michelet et quelques autres pour former le premier conseil de 21 membres au commencement. En 1898, le nombre de loges dépassait déjà la centaine. En 1911, Papus va signer un traité d'alliance entre l'ordre martiniste et l'Église gnostique universelle. Cette alliance, qui va être confirmée plus tard par Philippe Encausse, va être la raison ou la cause pour la recherche d'une plus grande liberté religieuse et la création de d'autres ordres martinistes. Papus meurt en 1916, laissant Théodère devenir le grand maître de l'ordre jusqu'en 1918. Sa succession ne sera pas aussi simple. Bricot et Blanchard vont revendiquer d'être successeurs, dont Blanchard va fonder en 1920 l'Ordre martiniste synarchique, l'OMS, de même que Chaboseau, pourtant un fondateur de l'Ordre avec Papus, va fonder en 1931, avec d'anciens membres, l'Ordre martiniste traditionnel, l'OMT. En 1934, Bricot meurt et va être succédé par Constant Chevillon. Celui-ci va mourir en 1944 pour être remplacé par Charles-Henri Dupont. Donc, les années vont passer, les successions aussi, jusqu'en 1952, où Robert Amblin, lui qui a une filiation approuvée, va transmettre l'initiation à Philippe Encausse, le fils de Papus, et à plusieurs autres membres qui vont reformer le suprême conseil de l'ordre martiniste de France. Donc, en 1958, plusieurs ordres, dont l'ordre présidé par Philippe Encausse, va signer la constitution de l'Union des ordres martinistes qui vont réunir plusieurs ordres sous un seul chapeau. Donc, je ne ferai pas l'énumération de tout ce qui va venir historiquement par la suite, mais on pourrait parler de l'OMT, de l'OMS, de Martinistes de France, de l'OMO, de l'OMI, et bien entendu de l'ordre martiniste sous l'affiliation des Pays-Bas. L'ordre martiniste des Pays-Bas n'est pas né d'une scission ou d'une mésentente, mais plutôt vraiment d'un accord entre Philippe Encausse en France et Maurice Warnon aux Pays-Bas.
Dans les archives martinistes des Pays-Bas, on retrouve d'ailleurs une lettre écrite le 18 août 1968 et qui démontre les premiers pas vers l'établissement du martinisme dans le pays. Cette lettre écrite par Philippe Encausse, le souverain grand maître de l'ordre en France, va décrire tout son appui pour établir l'ordre aux Pays-Bas. Une seconde lettre entre Encausse et Warnon, datée du 26 septembre 1968, vient officialiser l'entente et le début de l'implantation de l'ordre aux Pays-Bas. L'année suivante, toujours avec l'accord de l'ordre martiniste français, Warnon, qui était à ce moment membre du Suprême Conseil, devient le souverain délégué national pour les Pays-Bas, et le premier groupe aux Pays-Bas, nommé Jacobben numéro 65, Collège Amsterdam, va voir le jour le 9 novembre 1970. Dès le début des loges aux Pays-Bas, Philippe Encausse s'aperçoit que les membres plutôt protestants, vieux catholiques ou catholiques libéraux, s'opposent en général à l'accord de l'ordre avec l'Église gnostique apostolique. Alors, il va proposer par 2 fois de créer un ordre indépendant, libre des traditions religieuses. La décision d'accepter l'indépendance a été prise le 12 septembre 1975 par une lettre écrite par Warnon, dont il va déclarer mettre librement et volontairement fin à son mandat de souverain délégué national du Suprême Conseil de l'Ordre martiniste de Paris et transmettre régulièrement tous ses droits et pouvoirs au Suprême Conseil de l'Ordre martiniste néerlandais, organisation autonome et souveraine du martinisme aux Pays-Bas. Donc, Warnon va être élu à ce moment-là souverain grand maître de ce nouvel ordre, avec l'accord à la fois du Suprême Conseil de Paris et du Suprême Conseil du martinisme des Pays-Bas. Très rapidement, l'approche particulière, plutôt théosophique et libre de religion, va intéresser les martinistes partout dans le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ordre martiniste des Pays-Bas est un ordre international qui va travailler avec plusieurs langues différentes. Warnon, parlant plusieurs langues, est au fait d'avoir des contacts avec des courants martinistes d'Europe centrale et du Nord que le martiniste de Paris n'avait pas eu l'occasion d'avoir. Il va s'adjoindre de cette façon 3 autres filiations sans interruption. Ainsi, l'ordre détient une filiation, d'abord d'Augustin Chaboseau, par Émile Dantine, Émile Heller et Gustave Lambert-Brahy pour ses premiers degrés jusqu'au 4e degré. Ensuite, d'une filiation russe se rattachant au prince Kourakin, qui fut en contact direct avec Saint-Martin, la filiation des princes de Hesse et de la maison des princes Rákóczi par le général polonais Mieczysław Tokareski, et enfin d'une filiation allemande par le docteur Franz Hartmann, qui remonte par le professeur Molitor à Franz von Baader, un disciple direct de Martinez de Pasquali. Je pourrais ici reprendre chacun des ordres en faisant une description historique, je trouve, de leur structure, de leur fonctionnement et de leurs particularités, mais je ne crois pas que ce serait très utile. Je dirais simplement que l'ordre martiniste sous l'affiliation des Pays-Bas est une vraie fraternité. Dans le sens que nous savons aussi que certaines branches du martinisme ne reconnaissent qu'eux-mêmes ou que les personnes intéressées doivent être au préalable membres de d'autres organisations avant d'avoir accès au martinisme. C'est pas le cas du martinisme sous l'affiliation des Pays-Bas. Nous entretenons de façon générale une relation d'amitié avec tous les ordres martinistes de tradition, tout en étant administrativement indépendants de tous les autres ordres, y compris des autres églises, et de l'Église gnostique dont Papus a fait une alliance au début des ordres martinistes. En fait, cette liberté et cette indépendance de tradition religieuse est l'une des raisons mêmes de la fondation de notre ordre. Qui plus est, notre ordre fut fondé par l'entente cordiale et commune avec Philippe Encausse et ne provient pas d'une scission ou d'une mésentente avec l'ordre premier. Nous savons aussi que certaines branches martinistes ont une approche plutôt franc-maçonnique. L'ordre martiniste sous l'affiliation des Pays-Bas est davantage un ordre théosophique, au sens qui est au prime abord mystique. On dit que l'approche est théosophique au sens large du terme, c'est-à-dire que la personne n'est pas là pour étudier une mystique, mais pour devenir ce que j'appelle une mystique rationnelle. Donc, il y a une grande différence d'approche entre la construction en élévation, comme on retrouve souvent dans la franc-maçonnerie, et une descente de sagesse par le mysticisme. De plus, nous n'avons pas besoin d'être un franc-maçon, d'être un maître maçon pour entrer dans notre ordre, ce qui est le cas dans d'autres branches du martinisme.
Une autre particulier du martinisme sous l'affiliation des Pays-Bas est que nous n'utilisons pas un enseignement codé. C'est-à-dire que nous n'utilisons pas une série d'enseignements déterminés, prédéterminés et identiques pour tout le monde. Qui, soyons honnêtes, est souvent représentatif de l'occultisme du début du siècle dernier. Donc, la mystique se retrouvant dans toutes les sagesses du monde, chaque groupe peut avoir, tout en gardant le cheminement particulier de l'ordre, des études différentes selon leur culture et leurs affinités. Le martinisme, l'affiliation des Pays-Bas, n'est donc pas un cursus de connaissances, mais une méthodologie de développement mystique qui mène vers l'autonomie spirituelle. Contrairement à certaines branches, nous affirmons sans l'ombre d'un doute utiliser une théurgie et un rituel. Mais contrairement à d'autres, ce rituel reste un outil et non pas une fin en soi. En ce sens, avec une approche rituelle, notre martinisme se vit dans un temple ouvert et non pas par un cursus de lecture extérieure. On doit remplir le cœur et non pas la tête. S'il y a bien et belle un travail à faire à l'extérieur, c'est celui d'être un bon serviteur inconnu. Et là, je mets évidemment l'emphase sur le mot inconnu pour travailler à l'élévation spirituelle de l'humanité. La plupart des branches martinistes étudient uniquement aussi l'ésotérisme judéo-chrétien. Avec son approche théosophique, les membres de notre ordre vont avoir à chercher une vérité dans toutes les sagesses divines qui peuvent se retrouver dans toutes les écoles initiatiques traditionnelles, autant d'Orient, d'Occident que de n'importe où sur Terre, en fait. Et autant sous les formes académiques, scientifiques que métaphysiques, mystiques et ésotériques. Et ça, sans imposer jamais à personne, à ses membres, la moindre restriction, ni aucune préférence en matière de doctrine, de culte, de théologie, de mystique. Je finirai en disant que c'est un ordre mixte qui a toujours été mixte et ouvert à tous ceux qui veulent vraiment avancer sérieusement sur une voie initiatique. De façon technique, le martinisme sous l'affiliation des Pays-Bas a une structure très simple à 7 degrés, et non une structure avec des temples intérieurs ou des subdivisions en chemin sacerdotal, alchimique ou autres qui ne sont plus vraiment du martinisme. Donc, c'est une structure simple qui trouve cependant une force vraiment incroyable par, comme nous l'avons vu, l'union de différents courants et filiations ininterrompues, martinistes et martinésistes. Il y a aussi un dernier point qui, pour moi, est assez important, c'est cette dissociation complète entre le lien monétaire et la spiritualité. En fait, faire de la spiritualité pour la spiritualité. Pour répondre à cette question, il faudrait faire quelques liens entre le martinisme et la franc-maçonnerie, car historiquement, effectivement, la franc-maçonnerie et le martinisme sont souvent partagés du même contenu. Il y a eu une influence de la maçonnerie par Pasquali sur Saint-Martin et Villermoz, mais il y a aussi une influence de Villermoz par le rite écossais rectifié sur Blitz et Teder, et tout cela était à tenir en compte dans la provenance du nom rituel. Il faut comprendre que la maçonnerie, à l'époque de Pasquali, était encore en recherche d'identité, passant de opérative, donc le vrai métier de maçon, à spéculative. Cette transition est indispensable à comprendre si on veut vraiment entrevoir l'apport maçonnique de cette période à Saint-Martin. Lui qui a quand même baigné dans les sphères maçonniques de son époque. Par contre, même si on dit que parfois participer, l'histoire nous apprend que très peu participé à d'autres groupes autres que celui de l'ordre des chevaliers maçons Lincoln de Nuremberg, qui était en lien avec Pasquali. Bien que plusieurs vont faire naître la franc-maçonnerie moderne avec les statuts de William Shaw en 1598-1599, avec Pasquali, on est encore tout près de la fondation de la Grande Loge de Londres en 1717, des constitutions d'Anderson et du discours de Ramsay en 1736, qui sont deux dates souvent décrites comme la fondation de la maçonnerie spéculative en Angleterre et en France. La première loge maçonnique française s'installe à Dunkerque en 1721. Ce sont les Anglais, voyageurs et négociants, mais aussi les militaires comme Pasquali, qui favorisent l'implantation des loges maçonniques sur le territoire français. Cependant, Mollier nous dit qu'il faut attendre 1784 et la création du Grand Chapitre général de France par des dignitaires du Grand Orient pour que la maçonnerie française se dote enfin de structures durables pour administrer les chapitres de haut grade. En 1753,
Villermoz, le futur confrère de Saint-Martin dans l'étude de la maçonnerie de Pasquali, devient grand maître de la loge de la Parfaite Amitié. En 1768, c'est là qu'il va rencontrer Pasquali, ce qui va complètement transformer son approche et qui va développer à partir de ce moment-là une approche plus théurgique et rituelle de la maçonnerie. En 1774 et jusqu'en 1778, donc juste après la mort de Pasquali, Villermoz va réformer le rite maçonnique pour établir le régime écossais rectifié, à la fois en lien avec les ordres d'origine allemande et les enseignements généraux de Pasquali. Il faut dire qu'en 1763, Pasquali présente aussi à la Grande Loge de France une lettre patente maçonnique délivrée à son père par la Grande Loge Stuart en 1738 et signée par Charles Stuart lui-même, le roi d'Écosse, d'Irlande et d'Angleterre, et ensuite transmise à Pasquali. L'importance de cette numération chronologique est de démontrer que les bases de la maçonnerie spéculative n'étaient pas encore complètement établies ou finalisées au moment où Saint-Martin en est en contact. Donc, dans cette période de l'histoire, il semble intéressant de voir que c'est davantage la pensée spirituelle de Pasquali, dont le martinisme va tirer une grande part de sa philosophie, qui s'implante et a une influence sur la maçonnerie, plus que la maçonnerie sur la philosophie et la mystique de Saint-Martin. Plusieurs fondateurs du Suprême Conseil de l'Ordre martiniste étaient effectivement des francs-maçons. Et afin de structurer l'ordre, il fallait aussi structurer des rituels. Il a donc fallu attendre 1897 avant qu'un premier rituel d'ouverture et de fermeture des travaux soit adopté. Par la suite, celui-ci a été modifié par le rituel de Blitz attribué à Thédère et accepté officiellement en 1913. Ce rituel n'est plus utilisé aujourd'hui, mais contient quand même des symboles qui ont été conservés jusqu'à maintenant. Il est donc évident qu'une seconde influence maçonnique a participé à l'élaboration du rituel. Nous savons que la seconde influence ne vient pas de Papus, mais plutôt du livre attribué à Thédère. Toutefois, l'histoire démontre que Thédère n'en est pas le principal auteur et que celui-ci l'a plutôt repris d'Édouard Blitz, qui lui a eu une grande carrière maçonnique. Entre 1883 et 1901, Blitz s'élève au plus haut degré de plusieurs obédiences maçonniques, autant en Europe qu'en Amérique, et y compris du rite écossais rectifié de Villermoz. Donc, Blitz avait l'intention de mettre le martinisme comme un possible cercle supérieur à la maçonnerie et de l'instaurer comme tel aux États-Unis. Par contre, le martinisme étant mixte, se heurte assez rapidement au refus des femmes de la franc-maçonnerie de l'époque, et Papus, n'acceptant pas le développement du martinisme sans la mixité, Blitz va partir et le rituel va être attribué à Thédère. Toutefois, Blitz va avoir établi l'écriture du rituel d'initiation, du symbolisme ésotérique de l'ordre, et va s'être inspiré de Saint-Martin, de Papus, d'Eliphas Lévy, mais aussi des travaux maçonniques de Mackay et McCoy, dont il va dire « It was not Masonic itself, but used a Masonic form ». En d'autres termes, ce n'est pas maçonnique en soi, même si cela utilise une forme maçonnique. Certaines branches martinistes ont gardé une approche et une forme plus maçonnique, autant dans leur structure du temple que dans leur structure des travaux. Par contre, l'ordre martiniste sous l'affiliation des Pays-Bas, en tant qu'ordre théosophique, a fait une plus grande place au développement de la mystique, avec une mystique appuyée par un rituel davantage opératif et théurgique que simplement symbolique. En ce sens, le temple plutôt rectangulaire est devenu un pentacle vivant. Un temple rond, donc théurgique, dont les officiers vont jouer un rôle opératif. Cette théurgie permet l'élévation à l'énergie du temple et l'apport particulier des maîtres passés comme source mystique présente pendant les rencontres. Notre premier degré, celui d'associé de Saint-Martin, est l'équivalent des loges bleues maçonniques qui représentent les degrés symboliques où le mental est davantage présent pour la compréhension. Mais après, en devenant initié, le membre entre vraiment dans sa formation mystique pour un cheminement qui, comme le disait Blitz,
même s'il y a une ressemblance maçonnique, n'est pas en soi de la maçonnerie. Pour moi, comme certaines branches martinistes, faire de la franc-maçonnerie avec des sujets martinistes n'est pas du martinisme. Il existe déjà d'excellents groupes pour faire de la franc-maçonnerie, et je reconnais cette voie comme une voie juste pour ceux qui veulent construire leur temple en élévation vers un mental supérieur spirituel. Mais si vous voulez développer l'intuition spirituelle par la voie du cœur, le martinisme est davantage cette voie. En particulier, le martinisme sous l'affiliation des Pays-Bas, qui est plus mystique et théurgique que les autres, tout comme étaient les deux maîtres de Saint-Martin, Bonne par sa mystique et Pasquale par sa théologie. Pourquoi un ordre initiatique? Je dirais premièrement, c'est pour la capacité de mettre en contact par l'initiation un membre avec un égrégore de sagesse beaucoup plus grand que lui. Ça va permettre aussi d'étudier la symbolique des choses, qui est le langage de l'âme, et de mettre en pratique une théurgie réelle et opérative. J'ajouterais que l'utilité de l'ordre initiatique va aussi être de partager ensemble des études, des compréhensions, sans que celles-ci tombent aux mains de personnes qui pourraient peut-être les utiliser en mal dans la vie. Et si j'ajoutais une dernière, bien sûr, au-delà de notre évolution personnelle, l'ordre va servir au travail et à l'évolution de l'humanité.